Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. Les droits humains et les libertés publiques continuent à être bafoués en Turquie. Après les élections qui viennent de reconduire au pouvoir Recep Tayyip Erdogan, un colloque se tient au Parlement européen. On en parle immédiatement. Deux associations sont à l'initiative de ce colloque, association d'avocats et puis également le groupe La Gauche et le groupe des socialistes au Parlement européen. On en parle avec vous. François Alfonsi, vous êtes député européen des Verts, donc les Verts sont aussi impliqués dans ce colloque. Hélène Dersin, vous êtes porte-parole du mouvement Les Kurdes du Grand Est. Et puis on a avec nous, en direct de Paris, Juan Prosper, qui est avocat au barreau de Paris et membre du syndicat des avocats de France. Bonjour à vous trois et merci d'être sur le plateau de l'Humanité, Voix d'Europe. On va commencer peut-être tout de suite par dire un mot des conditions dans lesquelles se sont déroulées, parce que ça vient de se passer, les élections, les deux tours des élections en Turquie. Une commission d'observateurs internationaux importante était sur place, notamment à l'initiative du Conseil de l'Europe à côté. Elle a conclu que les candidats n'avaient pas pu faire campagne dans des conditions d'égalité, bien sûr. François Alfonsi, ces élections ne se sont pas finalement déroulées dans des conditions démocratiques. C'est la conclusion qu'on peut en tirer aujourd'hui. Oui, on sait qu'il y a un grand écart entre les conditions démocratiques telles qu'on les connaît en Europe et la façon dont se déroulent les élections en Turquie, surtout dans la phase de la campagne électorale, puisque la monopolisation des médias par le pouvoir et par M. Erdogan a été totale. Il a empêché l'expression des autres partis. Ensuite, il y a énormément de clientélisme, il y a énormément de procédures de recollement des votes qui sont douteuses. Voilà. Ce qu'il faut retenir, je crois, politiquement, c'est que l'écart très faible, finalement, au second tour, surtout eu égard à l'avance qu'il avait prise au premier tour, de M. Erdogan, montre bien la difficulté qu'il a eue à se faire réélire. Pour ça, il a fait flèche de tout bois. Dans un régime réellement démocratique, l'élection, si elle était portée devant des tribunaux, on conclurait probablement à ce qu'il y a suffisamment de doutes sur sa sincérité pour la refaire. Le Conseil de l'Europe l'a dit, la commission qui est allée a dit que les conditions démocratiques n'étaient pas respectées. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, nous le savons. Et donc, voilà. Mais ce qu'il faut engranger, c'est, me semble-t-il, l'affaiblissement de la position de M. Erdogan sur la scène politique turque. Hélène Dersin, vous avez eu, vous, des échos, bien sûr, puisque vous avez une partie de votre famille qui est sur place. Quelle est l'ambiance, j'allais dire, aujourd'hui ? Écoutez, quand on parle des élections, il faut parler aussi des élections qu'il y a eu pendant 13 jours, plus 5 jours dans de pays européens et du monde. Moi, j'étais aussi dans le consulat en tant que représentant de mon parti ici à Strasbourg. Je peux vous dire que l'ambiance qu'il y a eu pendant cette élection ici à Strasbourg, ce n'était pas vraiment une ambiance de démocratie, ni d'égalité, ni d'autre chose. Maintenant, par rapport à l'élection qu'il y a eu en Turquie, réélection de Recep Tayyip Erdogan, après, de toute façon, le peuple n'arrivait pas à vraiment respirer. Il y a énormément de difficultés économiques, sociales, et aussi maintenant, il y a quasiment pas la possibilité de s'exprimer publiquement. On ne peut même pas partager des petits Twitter ou des mots. On est tout de suite ciblé. Déjà, on est ciblé sur les réseaux sociaux. Et après, les prisons, là, par exemple, un petit anecdote, c'est un gamin de 16 ans qui a osé de faire des moustaches sur une affiche de M. Erdogan. Aujourd'hui, il est emprisonné et on ne sait pas combien d'années il va avoir. Voilà l'ambiance de la Turquie aujourd'hui d'Erdogan, réélection d'Erdogan, c'est ça. Jeanne Prosper, justement, on parle des prisonniers. Beaucoup de personnes de la société civile, je vous cherche, je vous vois, sont en prison aujourd'hui. Vous êtes avocat, vous êtes spécialisé sur ces questions. Alors il y a des universitaires, des journalistes, des magistrats. On parlera tout à l'heure à part des prisonniers politiques parce que c'est un cas effectivement particulier. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien de personnes de la société civile sont enfermées dans les geôles turques aujourd'hui ? On n'a pas vraiment de chiffrage en tant que tel, mais ce qui est important, et c'est un peu l'objectif du colloque de hier, même si effectivement c'était principalement axé sur la question des prisonniers politiques, c'était effectivement, et je reprends ce qu'a dit la précédente intervenante, c'est que nous sommes dans une situation où, et ça a été notamment pointé par le bâtonnier de Diyarbakir, c'est que
nous avons un affaiblissement complet du système judiciaire qui est effectivement soumis à la solde de l'exécutif et qui est parfaitement, en tout cas, inféodé à l'exécutif, avec une situation où effectivement les peines, en tout cas les poursuites qui sont ordonnées par le parquet, sont de toutes les façons téléguidées de façon politique et avec effectivement une magistrature qui est complètement affaiblie et qui est dans l'incapacité d'assumer son rôle, on va dire, de contre-pouvoir, ce qui est quand même une nécessité dans une démocratie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la question de l'enfermement, en tout cas... On va en parler tout à l'heure, oui, de la question de l'enfermement. On va en parler effectivement de la question de la détention, mais on est dans une situation où aujourd'hui, il est compliqué de savoir parce que ce qui a été dit avant, c'est que nous avons une multiplication de procédures qui ont été lancées par les différents parquets dans le but, et c'est aussi une volonté, c'est-à-dire d'affaiblir l'opposition, mais surtout d'affaiblir derrière la société civile avec ce qu'on pourrait qualifier de procédures bâillons, mais avec effectivement une volonté quand même d'effrayer la société civile en multipliant des procédures sur le volet pénal. C'est ça. C'est ça la particularité, François Alfonsi, c'est que la répression politique s'appuie sur la justice, alors que les deux pouvoirs sont en principe séparés. On est dans une configuration extrêmement complexe, difficile à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est un pouvoir autocratique, hein, que l'on peut rapprocher d'ailleurs du pouvoir en Russie. Hein. Il y a beaucoup de points communs et j'ajouterais même que la Turquie de M. Erdogan me fait penser aujourd'hui à ce qu'était la Russie de M. Poutine il y a 5 ans. Et il faut s'interroger sur dans 5 ans, qu'est-ce qui peut arriver dans cette partie du monde qui est la porte sud-est de l'Europe, comme l'Ukraine et la porte ouest. Voilà, nous sommes là dans un problème qui est profondément européen en termes de choix politiques. Et l'urgence, bien sûr, c'est que l'Europe cesse de collaborer avec M. Erdogan et commence à ouvrir aux oppositions qui ont été fortes, qui ont quand même regroupé près de la moitié des voix. C'est quelque chose d'important. Il faut que l'Europe donne des perspectives à cette opposition pour déjouer le piège qui se prépare dans les années à venir, y compris en termes sécuritaires. Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure. On va peut-être faire un point, puisqu'on parle des prisonniers politiques directement, que c'était aussi le but à la fois du colloque qui a lieu ici au Parlement européen, mais également de la manifestation, de la mobilisation que vous avez faite, vous, un certain nombre de députés européens, des associations, des militants, etc., aujourd'hui ici à Strasbourg. Il y a des cas emblématiques qu'on connaît. Le cas de Abdullah Öcalan, bien sûr, est connu. Il est en prison depuis 24 ans maintenant. Le cas de Selahattin Demirtas, qui est le président du HDP, qui est en prison depuis 2016. Il y a également le cas de Osman Kavala, qui est également en prison et qui a été condamné à la prison à la perpétuité. Est-ce que vous avez des informations sur les uns et les autres? On a parlé tout à l'heure des conditions de détention, ça concerne tout particulièrement Öcalan. Qu'est-ce qu'on a comme information à l'heure actuelle, où on en est de ces 3 cas, Öcalan, Demirtas et Kavala, qui ont l'air comme ça de l'extérieur de ne pas bouger? Ils sont en prison et point, quoi. Voilà. Et pour M. Öcalan, comme on avait dit hier, depuis 27 mois, ni les avocats, ni les partis politiques, ni sa famille, on n'a aucune nouvelle de lui. Il y a eu une pandémie pendant des mois et des mois. On ne savait pas les conditions à laquelle M. Öcalan se trouve. Comme hier, j'ai entendu plusieurs fois, et c'est vrai que c'est très juste, c'est que le président de l'île d'Imranlis, ça existait avant. Mais depuis 1999, c'est vraiment construit pour une personne, pour l'isoler, cette personne. Pendant quelques années, il me semble pendant 5-6 ans, même plus, Monsieur Öcalan, il était seul sur cette île. Il avait tous les droits étaient bafoués. Et quand on regarde par rapport à ça, le CPT qui devrait intervenir plusieurs fois pour garantir les droits prisonniers, les droits humains prisonniers de M. Öcalan, et que M. Öcalan, ce n'était pas un simple prisonnier, il est quand même le leader du peuple kurde, qui est le leader absolu. Et aussi, aujourd'hui, pas mal de groupes qui sont hors commun, qui considèrent M. Öcalan comme leur leader. Par rapport à M. Kavala, vous le savez, c'est
il est en prison. Au moins, il a le droit, il me semble, de passer de temps en temps un coup de fil à sa famille. Selahattin Demirtas, qui est quand même un homme politique et qui est quand même très aimé par tout le monde, qui jusqu'à présent, personne ne pourra dire qu'il a défendu le terrorisme, il a défendu je ne sais pas quoi. C'est la seule chose qu'il voulait défendre, et même aujourd'hui, la dignité de tous les peuples. Le droit des vies. Par rapport à ça, moi, je pense que M. Selahattin Demirtas, il a quand même la possibilité d'envoyer de temps en temps des SMS ou des Twitter ou avec sa famille, mais en prison reste en prison. D'accord. Juan Prosper, qu'est-ce que vous êtes avocat, qu'est-ce que vous avez, vous, comme information, et que tentez-vous à l'heure actuelle, avec l'Association internationale d'avocats, pour essayer de faire bouger les choses? Il y a deux choses qui ont été dites effectivement par la précédente intervention. C'est notamment la question de la saisine du Comité européen pour la prévention de la torture, donc le CPT. Et on est dans une situation qui est quand même particulièrement, on va dire, assez spécifique dans le cas de Tchallan, dans la mesure où, comme vous le savez, le comité fonctionne dans une situation de négociation avec les États membres du Conseil de l'Europe. Qui font partie du Conseil de l'Europe, oui, dont la Turquie, bien sûr. Pour la Turquie, et la Turquie, dans la mesure où elle est membre de la Convention européenne pour la prévention de la torture, elle reconnaît donc depuis son adhésion à cette convention le droit d'exercice, en tout cas le droit de contrôle du comité européen, le fameux CPT. Or, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une situation qui est quand même assez délicate avec le comité, parce que le comité a établi un rapport sur les conditions de détention d'Abdullah Öcalan sur la prison d'Imrani. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la mesure où la Turquie bloque toute publication de ce rapport, parce que si vous voulez, pour ne pas rentrer dans les détails trop technocratiques, mais les États sont en discussion avec le comité, et à un moment donné, le comité, avec l'autorisation de l'État membre, rend public le rapport d'observation. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage parce que la Turquie se refuse à rendre public aujourd'hui ce rapport qui a été établi par le CPT. Mais nous avons aussi un autre souci qui est aussi, parce que bon, on est plutôt sur la grande Europe, sur celui du Conseil de l'Europe dans le cadre de la Turquie. 46 États, avec, rappelons-le, 46 États. 46 États, exactement. Et avec effectivement un autre problème qui est celui de l'exécution et de la saisine qui a été effectuée le 29 janvier 2021 par plusieurs associations qui ont demandé au comité des ministres, dans le cadre de l'exécution d'un arrêt de la Cour concernant la violation de l'article 3, pour qu'on puisse effectivement, que le comité puisse se saisir des conditions de détention et d'isolement d'Abdullah Öcalan. Et jusqu'à présent, on a une situation qui est un peu compliquée au niveau du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui pour l'instant n'a toujours pas inscrit à l'ordre du jour des réunions périodiques du comité l'examen effectivement de la violation de l'article 3, en conséquence effectivement à l'exécution de l'arrêt de la CEDH concernant Abdullah Öcalan. Donc on est effectivement sur une situation qui est extrêmement compliquée sur le plan juridique, avec une impossibilité aujourd'hui sur le plan institutionnel d'obtenir, compte tenu de l'attitude de la Turquie. Je reviens effectivement à ce qui a été dit par monsieur le parlementaire, mais il y a quand même quelque chose qui est assez symptomatique de la Turquie. Avec François Foncini, merci beaucoup. Et on a effectivement aujourd'hui, au sein même de l'Union européenne, des États qui se comportent de la même façon à l'égard des décisions de justice. C'est notamment le cas de la Pologne, qui aujourd'hui fait fi effectivement des décisions qui sont rendues cette fois-ci par la Cour européenne de justice. Et nous avons effectivement la même situation dans le cas de la Turquie. En tout cas, ça interroge sur le rôle effectivement que le politique doit mener pour garantir l'exécution de ces décisions. Justement, François Alfonsi, vous en parliez tout à l'heure, l'Europe, là on le voit que dans le cadre de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin de ce qu'elle pourrait faire en matière d'intervention, malgré les condamnations qui viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe ne fait rien, ne peut pas faire grand-chose. On bute là sur un véritable problème qui est récurrent. C'est pas un problème mais c'est un problème qui dure depuis longtemps. Une institution comme le Conseil de l'Europe ne peut rien faire en réalité contre les atteintes à la démocratie, aux droits de l'homme tels qu'ils sont à l'heure actuelle en cours en Turquie. Je ne dirais pas qu'il ne fait rien, puisqu'il prononce des condamnations. Non, bien sûr. Il prononce des condamnations. Et ces condamnations sont importantes parce qu'elles pèsent dans le débat. Elles pèsent sur la Turquie et je suis persuadé que ça ne leur fait pas très plaisir d'avoir été à plusieurs reprises
sur le cas notamment de détenus kurdes pris en défaut par la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est important. Le problème, c'est jusqu'où peut-on dénier les décisions de justice qui sont prises là. On a un exemple tout récent. La Biélorussie et la Russie ont quitté le Conseil de l'Europe, puisqu'ils auraient dû faire face à des condamnations telles dans le déroulement actuel de la guerre en Ukraine que, bien évidemment, ils n'auraient pas cessé d'être Rappelons condamnés. que la Russie et la Turquie étaient les deux pays en tête, mais alors de très loin en tête, devant la Cour européenne des droits de l'homme en nombre d'affaires. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui est en tête toute seule avec le nombre d'affaires. La Russie est partie. De manière écrasante, dans les deux cas. Mais bon, elle est partie, mais elle a rompu ses liens avec l'Europe. Et elle est dans les... Aujourd'hui, elle reçoit des sanctions qui sont très importantes. Bon, je crois que la Turquie, il faut réfléchir. Alors, il ne faut peut-être pas être précipité. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut y aller, mais il faut prendre acte que des décisions de justice ont été prononcées, qu'elles ne sont pas exécutées, donc qu'elle ne tient pas le respect des traités qu'elle a elle-même signés, et que donc cela commence à poser un vrai problème politique. Alors, ce problème politique, ensuite, il faut le gérer, il faut le faire peser, mais il faut que la volonté de s'appuyer sur les décisions de justice de la CEDH et pour arriver à parler à M. Erdogan en termes un peu plus fermes, c'est une priorité politique qui doit être celle de l'Union européenne, ceux qui ont les moyens d'action. Car le Conseil de l'Europe n'a pas de moyens d'action. L'Union européenne a des moyens d'action. L'Union européenne peut prononcer des sanctions. Elle le fait pour la Russie. Si les États-Unis prononcent des sanctions comme contre la Turquie, ça sera beaucoup moins efficace que si c'est l'Union européenne, car le volume de commerce extérieur de la Turquie est beaucoup plus grand vers l'Europe que vers les États-Unis. Donc nous avons une responsabilité de ce fait. Et j'espère que cette responsabilité, non seulement nous en prenons conscience, mais que nous nous apprêtons à l'exercer, car je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir de la Turquie m'inquiète sous la houlette de M. Erdogan. On est dans un contexte géopolitique qui est quand même très particulier aujourd'hui, puisque la Turquie, rappelons-le, fait partie de l'OTAN. Est-ce que ça vous paraît plausible qu'aujourd'hui l'Europe aille chercher des poux dans la tête d'Erdogan, on va le dire comme ça, à un moment où on a quand même un peu besoin de lui? C'est un peu la même discussion avec M. Poutine en 2014, quand il a envahi une partie de l'Ukraine. Beaucoup ont raisonné en disant on ne va pas lui chercher dans les poux dans la tête, parce que sinon ça va être pire. Bon, sauf que c'est bien plus pire de ne pas avoir pris les bonnes mesures au bon moment. On a les deux. Donc, prendre les bonnes mesures au bon moment, c'est le sens de la décision politique. Et je crois qu'il faut obtenir des responsables qu'ils prennent conscience et qu'ils s'engagent. Et à cet égard, la résistance du peuple kurde, qui est quand même le meilleur espoir de l'avènement d'une démocratie au Moyen-Orient, c'est aussi quelque chose qui est important politiquement, car on ne sortira des problèmes et des menaces qui pèsent sur l'Europe depuis le Moyen-Orient. Il y a eu ISIS, souvenons-nous, Daesh, c'est pas si vieux, et ça a causé d'immenses dégâts. Donc le meilleur espoir, c'est la démocratisation de l'espace géopolitique qu'est le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le meilleur vecteur de démocratisation de cet espace, c'est l'action et la volonté du peuple kurde. Vous, Elad Ersin, vous intervenez très souvent, les associations kurdes, les mouvements kurdes interviennent très souvent auprès des institutions européennes, spécifiquement effectivement auprès du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. On a l'impression quand même pour l'instant qu'on tourne un peu en rond. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que vous êtes un peu plus entendu, un peu plus écouté de la part de ces institutions-là ou des institutions européennes en général? Je pense que bien sûr, on n'est pas sur le point de départ. On a quand même eu, même si c'est des petits avancées, on a eu des petits avancées. Mais par contre, est-ce qu'on a arrivé vraiment à se faire entendre par rapport à toutes les questions, par rapport à M. Öcalan, par rapport à M. Selahattin Demirtas, par rapport à M. Kavala ou d'autres? Je ne suis pas certaine. Parce que même, admettons que, comme vous disiez, la Turquie, elle a été condamnée plusieurs fois. Mais si elle n'implique pas les condamnations qu'elle a eues, par exemple, par rapport à M. Selahattin Demirtas, il fallait que la Turquie le libère. Il est toujours en prison. Monsieur Kavala, c'est pareil. L'isolement de Monsieur Öcalan qui devient impossible par rapport à le peuple kurde aussi, par rapport à tous les peuples qui luttent pour aussi avoir une certaine liberté, ça devient aussi impossible. Ben, on est toujours sur le même point.
Juan Prosper, c'est un défi tout à fait particulier que vous avez, vous, en tant qu'avocat et en tant que membre d'Association internationale d'avocats, sur cette situation actuelle de la Turquie. Vous pouvez nous en dire un mot ? Si vous voulez, très, très rapidement, pour revenir, et j'ai peut-être un peu débordé et répondre aussi à la question, mais hier dans ce colloque-là, ce qui était important, et c'est ça le défi qui s'annonce en tout cas pour nos confrères turcs, il y avait notamment donc l'avocat Cengiz Yürekli qui était là, qui parlait des conditions d'extension, des détentions, et qui effectivement faisait une analyse qui pour moi est quand même assez alarmante dans la situation où il explique que aujourd'hui l'expérience d'Imrali, donc c'est-à-dire effectivement ce placement en isolement, commence effectivement à devenir la norme. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin effectivement d'un isolement sur une île désormais. On est effectivement, et c'est un glissement qu'on voit dans bon nombre de démocraties, c'est-à-dire que l'état d'exception qui était celui de Öcalan et d'autres prisonniers politiques devient de la norme. Et aujourd'hui, le bâtonnier de Diyarbakır qui était aussi là, alertait en tout cas la société civile, et c'est aussi le défi que nous avons en tant qu'avocats, de pouvoir effectivement se battre contre ce glissement progressif de l'état, en tout cas d'urgence, en tout cas de l'état d'exception qui a été mis en place par les autorités turques, et cette contamination en tout cas dans le droit commun. Et aujourd'hui, effectivement, on voit de plus en plus des procédures comme ça qui donnent lieu à des procédures à la fois expéditives et des conditions de détention et d'isolement qui sont prises effectivement à l'égard de personnes qui ne sont pas nécessairement désormais des prisonniers politiques. Et donc c'est le défi aujourd'hui que nous avons en tant qu'avocats et en tant qu'acteurs de la société civile en général, c'est-à-dire de continuer ce combat pour éviter effectivement ce glissement vers ce que certains appellent l'illibéralisme, mais on est sur un régime autoritaire en Turquie, mais aujourd'hui ce glissement il est fait de façon assez méthodique et systématique de la part des autorités kurdes, c'est-à-dire en étant le régime d'exception, les régimes effectivement dérogatoires des droits de la Convention. Oui, juste rapidement, qu'est-ce qui vous aiderait du coup dans la conjoncture, vous, avocat, vous qui menez ce combat juridique, qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Je pense que monsieur Alfonsi a bien posé le débat. Aujourd'hui, il y a effectivement des pressions à mener sur la Turquie, que ce soit, là effectivement, on est plus au niveau de l'Union européenne, puisque le Conseil de l'Europe, on est plus sur un espace de dialogue. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit se poser des questions par rapport à ces partenariats qui sont établis à l'égard de la Turquie, parce qu'on comprendrait difficilement que des sanctions soient prises à l'égard de la Russie, à l'égard de la Biélorussie, compte tenu, on n'est peut-être pas dans une situation d'invasion, mais on est quand même sur une situation quand même de pression d'un mouvement et d'un peuple qui est celui en tout cas du peuple kurde. Et aussi la réaction que l'Union européenne a à l'égard de ses propres États, la Pologne et la Hongrie, mais à l'égard de la Turquie, l'Union européenne ne peut pas rester... Elle montre qu'elle sait le faire, oui. Elle peut être muette à l'égard de la Turquie. On comprend bien qu'il y a d'autres enjeux géopolitiques et je pense que le député François Alfonsi reviendra dessus sur la question migratoire et le chantage que fait aujourd'hui la Turquie vers les États membres de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir deux poids deux mesures à l'égard de la Russie, de la Biélorussie d'un côté, à l'égard de la Hongrie et de la Pologne et rester effectivement complètement statique et immobile à l'égard de la situation et des dérives auxquelles nous assistons au niveau de la Turquie et le régime de Recep Tayyip Erdogan. François Alfonsi, là, donc dans l'immédiat, j'allais dire comment vous pouvez agir, vous, au niveau européen, en tant que député. D'abord, vous en parlez avec d'autres députés européens. Quel est l'état, quand même, de l'opinion sur cette question-là, qui est quand même une question qui touche basiquement, j'allais dire, l'état de droit et les droits de l'homme, tout simplement. Les députés européens, ils ont bien sûr le moyen des débats du Parlement européen et des motions et des résolutions qu'ils ont votées sur M. Demirtas, sur M. Kavala. Il y a eu des condamnations assez sévères du régime turc par le Parlement européen. Mais le Parlement européen n'est qu'un pilier de la construction européenne. Et ceux qui sont en moyen d'action, évidemment, c'est le Conseil et c'est la Commission pour les sanctions et le Conseil pour les sanctions diplomatiques, je dirais. Donc, voilà, mais il faut continuer cette pression. Il faut amener les responsables européens à commencer à avoir un peu peur de l'avenir dans cette zone du monde, comme ils auraient dû avoir un peu peur après 2014 en Crimée. Et c'est cette prise de conscience qu'il faut faire, je crois, pour que le climat politique change vis-à-vis de la Turquie. Bien sûr, il y a les pressions faites sur la question des immigrés, il y a les intérêts de la Turquie dans l'OTAN, et puis on voit bien qu'aujourd'hui, M. Erdogan est quand même l'empêcheur de tourner en rond de l'OTAN en s'immisçant dans des décisions
souveraine de la Suède et avant de la Finlande de façon inacceptable. Donc oui, je pense que la Turquie est un problème au moins aussi considérable et probablement plus considérable que la Hongrie ou la Pologne. Merci à vous. Il est temps de se quitter. On continuera bien sûr à suivre cette affaire avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.